1970 et l'industrie automobile continue à se développer. À l'aube de la production industrielle, la course automobile occupe déjà une bonne place dans les magazines sportifs. Parallèlement, l'aviation suscite de plus en plus d'engouement et de nombreux modèles d'avions voient le jour. Avec eux, ceux qui les construisent, les essaient ou les pilotent. Certains noms disparaîtront des magazines aussi rapidement qu'ils sont nés. D'autres resteront dans les annales parce qu'ils auront marqué leur passage dans ce monde de la conquête de l'air. Le 28 décembre 1912, le magazine La Vie au Grand Air fait paraître un article en pleine page. Une carte sous laquelle la légende dit: Nous publions la carte du merveilleux voyage de Garros. Mieux que tout commentaire, elle prouve une fois de plus la valeur, l'énergie et le courage du plus remarquable des champions de l'air. Roland Garros. Chaque année, son nom est prononcé des milliers de fois, parce qu'on l'a attribué aux installations qui abritent un tournoi de tennis qui porte le même nom. Si on couvre d'éloges l'aviateur français, c'est qu'il est détenteur d'un nouveau record. Dans le magazine, Garros raconte lui-même les conditions de son record. C'est la première fois que j'ai eu la satisfaction d'accomplir une performance avec un appareil dont j'avais fourni moi-même les données. Ce monoplan, qui est monté à 5000 mètres en 1 heure, serait monté plus haut sans la rupture d'une bielle du moteur. Malgré un train d'atterrissage réduit à sa plus simple expression, puisqu'il se compose de 2 roues de bicyclette au bout d'un tube d'acier, l'appareil atterrit très facilement et surtout avec une grande sécurité. La vitesse ascensionnelle de mon monoplan ne fut nullement gênée par le poids respectable de vêtements qui me recouvraient et par le nombre formidable de médailles que j'avais mises sous mes chandails. Je suis très fétichiste et ce nouveau record m'oblige à reconnaître combien j'ai raison. Au moment où une bielle de mon moteur me donna l'impression que j'allais être précipité à terre, je réussis à parer à tout, mettant exactement 12 minutes pour redescendre mes 5 km l'hélice arrêtée. Né sur l'île de la Réunion en 1888, Garros a 22 ans quand il est pris de passion pour l'avion. Ma première sortie au début de 1910 à Issy-les-Moulineaux, sur une demoiselle Santos Dumont, restera une de mes impressions les plus inoubliables. Après mon baccalauréat en droit, j'avais abandonné les études juridiques pour me consacrer au commerce d'automobiles. À ce moment, il y avait 2 sortes d'aéroplanes. Les grands, qui coûtaient dans les 20 000 francs, et les fameuses demoiselles, sortes de miniatures, qu'on pouvait se procurer pour un prix relativement modique. Ma situation de fortune m'engagea à opter pour ce petit engin. J'en achetai un et me rendis à Issy-les-Moulineaux pour m'entraîner. Il y avait longtemps que je songeais à ce moment. Je monte dans mon appareil. Pendant 20 minutes, mon mécanicien tourne l'hélice sans pouvoir mettre le moteur en marche. Soudain, le moteur consentit à partir. Je ne regarde pas, fonce tête baissée, démarrant à 75 à l'heure. J'avais à peine parcouru 30 mètres quand un immense biplan conduit par Maurice Clément venait d'atterrir. Absorbé par mon travail et me demandant comment j'allais faire pour m'élever, je ne l'avais pas vu. Il fit de mon appareil un monceau d'allumettes. Ainsi se terminait ma première sortie. De course en course, de tournoi en tournoi, de démonstration en démonstration, de record en record, Garros prend place dans ce monde nouveau de l'aviation. Dans un des magazines de La Vie au Grand Air, il dit: L'aviation procure des sensations que l'homme n'a jamais encore ressenties. Elle ouvre un champ illimité
à sa fantaisie, et cette connaissance de la troisième dimension est une chose si nouvelle pour l'organisme et les sens que l'on ne peut se lasser et se passer des joies supérieures qu'elle procure. Quand il ne fait pas d'acrobatie, l'aviateur photographie Paris. Garros était seul dans son appareil lorsqu'il a pris ses vues. Il a donc été obligé d'abandonner les commandes pendant quelques instants, tour de force que certains pilotes prétendent impossible. Dans le numéro de Noël 1911, Roland Garros écrit « Les qualités nécessaires de l'aviateur sont le courage, le sang-froid, la présence d'esprit, la souplesse, l'adresse, la résistance physique, le coup d'œil, un bon fonctionnement des organes respiratoires et de la circulation du sang, et l'absence de vertige. Malheureusement, l'expérience en déroute tous les raisonnements. Il est ennuyeux de rappeler que, parmi les plus grands champions du nouveau sport, on en trouve plusieurs qui ont été réformés par le Conseil de révision. Le 16 juin, le circuit d'Anjou offre le plus grand plateau de pilotes et de machines. La course part dans un temps épouvantable. Vent violent, pluie. Garros prend la première place dès le premier tour. Le 17 juin, Roland Garros est déclaré vainqueur du circuit d'Anjou et se voit remettre le Grand Prix de l'Aéroclub de France pour 1912. Ayant le souci constant de satisfaire le public, Roland Garros prend l'air souvent dans des conditions atmosphériques limites, mettant très souvent en jeu sa vie. Au fil des exhibitions, il affine ses manœuvres et devient un virtuose sur un avion dont le pilotage reste toutefois très délicat. Il est assez difficile de comprendre les émotions qu'on a eues dans des instants différents, car la mémoire n'enregistre guère leur intensité exacte et précise. Je crois pouvoir dire pourtant que ma plus grande émotion fut l'heure que je passai pendant la traversée de la Méditerranée entre la côte de Sardaigne et la côte d'Afrique, lorsque le débit de mon réservoir arrière s'étant arrêté, je sus qu'il ne restait plus pour arriver en Afrique que les 25 litres d'essence qu'indiquait devant moi le niveau de mon petit réservoir avant. J'étais perdu dans les nuages à près de 3000 mètres et je n'avais aucun moyen de savoir si j'avançais, si je reculais, si j'étais déporté par le vent à droite ou à gauche de mon itinéraire. Il fallait pour que j'arrive que le courant d'air dans lequel je me trouvais ne fût pas contraire à ma marche. Un retard quelconque me donnait donc la presque certitude de rester en panne au milieu de la mer, sans aucun recours, et il m'était impossible de savoir si je n'étais pas précisément placé dans des circonstances défavorables.
Lors des compétitions, Roland Garros connaît des pannes multiples, l'obligeant à effectuer des atterrissages en campagne pour réparer par lui-même lorsque cela est possible ou trouver de l'essence. Ses qualités de coureur à pied et de cycliste seront d'un grand secours pour, au milieu de nulle part, rejoindre un village. Dans tous les cas, les témoins de ces atterrissages forcés, gens simples le plus souvent, qui n'ont jamais vu de près un avion et un homme volant, font preuve de la plus extrême gentillesse pour lui venir en aide. Les premiers 6 mois de 1914 vont se passer avec la préoccupation de la guerre. Garros n'est pas surpris par l'événement, il a déjà songé à l'appui aérien que pourraient fournir les avions en cas de conflit. Il a même organisé des meetings simulant des combats aériens avec en particulier son ami Audemars, pilote lui aussi. La guerre éclate. Garros s'engage dans l'armée française. Après des missions de reconnaissance et de bombardement, il est affecté au camp retranché de Paris, où il met au point la première mitrailleuse fixe tirant dans le champ de rotation de l'hélice. En 1915, au cours d'une mission sur le territoire ennemi, il est contraint d'atterrir. Il est fait prisonnier. Après plusieurs tentatives d'évasion, en 1918, il réussit à s'évader avec un codétenu, Marshall, pilote lui aussi, qui parle parfaitement allemand. Clemenceau veut confier à Roland Garros une mission de conseiller. Celui-ci refuse pour retourner au front. Il y trouvera la mort à la suite d'un combat aérien le 5 octobre 1918, la veille de ses 30 ans.